Elon Musk souhaite reverser 5 000 $ à tous les Américains. Oui, 5 000 $. C'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mercredi 19 février 2025 et aujourd'hui on va décrypter ensemble l'actualité crypto et faire une analyse technique du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors installe-toi confortablement, c'est parti. Alors on revient de loin parce qu'aujourd'hui on est bien dans le vert, mais il faut savoir que hier soir à la session de New York on était plutôt bien dans le rouge. On le verra tout à l'heure dans la partie analyse technique, la session de New York a été sanglante. Alors j'en profite pour rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. Tout de suite on commence avec l'index Crypto Fear and Greed qui toujours oscille entre la peur et la neutralité. Alors aujourd'hui on est à 37 dans la peur, hier on était à 38, la semaine dernière on était à 35. On est très loin du niveau d'extrême cupidité qu'on a pu atteindre en mars 2024, qui généralement est un signal de top de marché. Quand on est au-dessus de cette zone verte, là, c'est que généralement, il vaut mieux prendre ses profits et sortir du marché. Et à l'inverse, quand on est dans les zones plutôt orange, voire rouge, c'est là qu'au contraire, généralement, on marque les bottoms de marché et qu'il vaut mieux acheter. Alors, pas beaucoup de news aujourd'hui, mais on va commencer avec la suite de la saga de Javier Milei, qui est donc le président de l'Argentine, qui a promu le token Libra, et qui derrière a vendu massivement sur ses concitoyens et sur les individuels qui ont acheté donc ce token. Alors, il a été interrogé hier, il s'est très mal défendu en disant que bon, quand on va au casino et qu'on a des pertes, pourquoi on se plaint, que lui finalement il n'y est pour rien. Et, que, voilà. Et là en fait on apprend que le co-créateur du token, donc Hayden Davis, se vante de contrôler Javier Milei, qui est donc le président de l'Argentine, comme il le souhaite, parce qu'en fait, il paye sa sœur, donc la sœur du président, pour qu'elle tweete, puisque c'est elle qui gère son compte Twitter, pour qu'elle tweete ce qu'il veut. Et donc, effectivement, ce serait lui qui aurait payé la sœur de Javier Milei pour qu'elle poste de la promotion sur le token Libra, mais également le petit tutoriel pour comment en acheter. De toute façon, vous connaissez mon avis sur les meme coins, restez loin de ces arnaques. Ceux qui font de l'argent dessus sont généralement des insiders, c'est-à-dire des gens qui ont des informations avant même que le token soit sorti. Ils vont en acheter quand le token aura une valeur très faible, alors que vous, quand le token sera accessible sur les exchanges, il sera quasiment déjà trop tard. Il aura déjà pris énormément de valeur le temps que vous puissiez en acheter et vous vous ferez plumer, puisque les personnes qui ont acheté à l'avance vont se servir de vos achats pour revendre. D'ailleurs, on parle toujours des traders qui ont réussi des super coups, qui sont rentrés juste avant un x200, x300, x400, qui ont transformé 7 000 $ en 10 millions. Et bien là, c'est tout l'inverse. On a une news qui parle d'un trader qui a perdu 1,76 million sur le token Libra, sur le meme coin, j'insiste sur le meme coin. Alors un meme coin, c'est un token qui va utiliser une blockchain, alors en l'occurrence Solana, mais qui derrière n'a aucun fondamental. C'est-à-dire qu'il ne sert strictement à rien si ce n'est que de la spéculation. Alors certains pourraient dire que la crypto de manière générale ne représente que de la spéculation. Ils n'auraient pas complètement tort, mais il y a de gros projets sur le marché qui ont quand même un minimum de fondamentaux. Que ce soit dans la narrative de l'IA, de la DePIN, des RWA, les Real World Assets, qui vont permettre de tokeniser de l'immobilier, des œuvres d'art, etc. La blockchain, de manière générale, est une révolution pour l'humanité. En revanche, les meme coins représentent le cancer de l'écosystème. Et donc, en fait, ce trader avait initialement perdu 1,56 million, puis il a réinvesti 300 000 $. Javier Milei a reposté son tweet tutoriel sur comment acheter du Libra et il a reperdu 200 000 $. Et cela s'ajoute aux 617 000 $ qu'il avait déjà perdu sur le meme coin Melania, malgré le fait d'avoir réussi à gagner 7,32 millions sur le token Trump. Donc il a pu avoir de la chance sur le token Trump, mais il s'est fait rincer sur Melania et sur Libra. Encore une fois, je ne saurais être plus clair, tenez-vous à l'écart des meme coins. Alors, ce petit graphique est intéressant. Il permet de voir en 2024 où les bitcoins se sont accumulés et où, à l'inverse, ils ont été vendus. Donc on se rend compte que les gros fonds et les ETF ont accumulé plus de 517 000 bitcoins sur l'année 2024. Et qu'à l'inverse, les individus, les particuliers comme nous, en ont vendu 525 000. C'est un transfert de richesse, un transfert de bitcoin qui a été effectué sur l'année 2024. Et ça continue, particulièrement en ce moment où le marché est incertain et que le bitcoin est en train de range, les entre guillemets petites mains vendent leur bitcoin et à l'inverse, les gros fonds, eux, en rachètent. Et c'est ce genre de données qu'il est intéressant de regarder quand on est dans l'incertitude. Il faut voir ce que font les baleines, les fonds, les ETF. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent. Alors encore une petite news bullish. Google, via son responsable du Web3, affirme donc travailler sur une simplification de l'adoption du Bitcoin via notamment son interface Web3. Si même les grosses GAFAM commencent à travailler sur le Bitcoin,
c'est bon signe. Alors je vous le disais hier concernant Solana, FTX va commencer à rembourser les détenteurs de Solana de l'époque à partir du 1er mars, mais a déjà commencé à rembourser les autres détenteurs de crypto-monnaies, notamment ceux qui détenaient du Bitcoin et d'Ethereum, mais en dollars. Et donc FTX a déjà remboursé plus de 800 millions de dollars. Et je vous le disais dans une vidéo précédente, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, qu'on va se retrouver avec des utilisateurs crypto qui détiendront du dollar et qui seront très certainement tentés d'acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies avec le dollar qu'ils auront récupéré. Ce qui va impliquer, en théorie, une forte pression haussière sur le marché. Et enfin, donc la news qui concerne la miniature, Elon Musk vient de proposer au gouvernement de reverser 5 000 $ à tous les citoyens américains grâce aux économies que le DOGE, donc le Department of Government Efficiency, donc je rappelle le département que dirige Elon Musk au sein de l'administration Trump, qui a pour mission de réduire les coûts du gouvernement. Et donc grâce à ces économies, Elon Musk propose de reverser 5 000 $ à tous les citoyens américains. Alors tout de suite en première réponse, on voit un commentaire qui est assez pertinent. Il dit donc il y a 300 millions d'Américains, que chaque Américain récupère 5 000 $. Au total, du coup, ça représente 1,3 milliard de dollars à reverser. Mais c'est à mettre en parallèle avec les 100 milliards d'économies que le Doge est déjà en train de faire. Généreux, oui, parce qu'il n'est pas obligé, il aurait pu ne pas le proposer. Après, c'est vrai que ça serait 1,5% des économies réalisées sur l'opération. Et c'est vrai que quand on gère un gouvernement, ces économies seront peut-être mieux réinvesties ailleurs. C'était tout pour les news. On passe tout de suite sur le calendrier économique. Alors ce matin, à 3h du matin, ou pendant la nuit si vous voulez, il y a eu un discours de Trump. Alors, cette fois-ci, il s'est tenu dans sa résidence à Mar-a-Lago et il n'a rien dit de vraiment intéressant concernant la crypto, même rien du tout. Il a simplement parlé de la guerre en Ukraine et de ses futurs échanges avec Poutine. Et il en a profité pour indiquer qu'il était bien plus confiant quant à la perspective d'un règlement pacifique du conflit. Alors attention pour les traders, ce soir à 20h, on aura les minutes de la Fed. Donc les minutes de la Fed, je le rappelle, sont les comptes rendus officiels des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion du FOMC, donc le Federal Open Market Committee. Elles sont publiées environ 3 semaines après chaque réunion et offrent des détails sur les débats internes des membres du comité concernant la politique monétaire, notamment les taux d'intérêt, l'inflation et la croissance économique. Ces minutes sont suivies de près par les traders et analystes car elles donnent des indices sur les futures décisions de la Fed, ce qui peut avoir un impact significatif sur les marchés financiers, y compris le Bitcoin et les cryptos. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé, mais ici donc nous avons les inflows et les outflows des ETF Bitcoin. Donc là on voit donc tous les différents ETF, là, GBTC, IBIT, etc., Fidelity. Et on voit que sur ces derniers jours, ils ont quand même beaucoup plus revendu de Bitcoin que racheté. Hier par exemple, on en a revendu 60 millions. Le 14 février, on en a acheté 70, mais les jours précédents, on en a vendu 156, 251, 56, 186. Voilà. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, il y a plus de Bitcoin qui sont vendus qu'achetés par les ETF, notamment sur les 10 derniers jours. En revanche, sur l'Ethereum, c'est un peu différent. On en a plus acheté que revendu, vous voyez, sur les 10 derniers jours. Alors, est-ce que c'est le signe que la liquidité du Bitcoin va enfin ruisseler vers l'Ethereum? Pourquoi pas? À suivre. C'est fini pour les news et on va maintenant attaquer la partie trading. Et on commence par la Liquidation Heatmap. Cette carte thermique représente les niveaux où il y a des montants à liquider. Et là, on l'a en vue semaine sur le Bitcoin. On constate hier, comme je vous le disais, qu'il y avait eu une grosse chute du Bitcoin. Alors grosse. On est passé de 96 700 à 93 300. On a quand même perdu 3 400 $ sur le début de session. Mais ce mouvement a été très très vite racheté. Aujourd'hui, on se trouve quasiment au même niveau qu'avant l'ouverture de la session. Donc en fait, à quoi ça correspond? Ça correspond à, on va le voir sur un mois, bonne prise des liquidités de la mèche qu'on avait eue la semaine dernière. Comme je vous le disais, le marché a toujours besoin de liquidités pour avoir l'énergie d'initier un mouvement. Donc on est venu chercher les liquidités au sud pour finalement repartir au nord. Donc si on regarde le Bitcoin en daily, donc chaque bougie représente un jour, on voit la grosse bougie d'hier où on est venu descendre et donc chercher les liquidités qui étaient là pour finalement remonter et initier un mouvement haussier. Alors, par rapport à ce que je vous ai expliqué hier, dans ma théorie, on partait directement puisqu'on avait déjà pris les liquidités ici, on avait fait un petit pullback et j'espérais qu'on reparte directement à la hausse. Finalement, on a eu besoin d'aller chercher encore des liquidités plus au sud pour repartir. Et en zoomant un peu, on voit que effectivement, il y a de belles zones au-dessus de nous à aller récupérer, notamment le gap CME. Mais pour l'instant, on est en train de buter sur l'order block qu'on avait initié à l'ouverture de la session de New York d'hier. Et donc, on frotte dessus. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, un order block. Alors pour le tracer, c'est la dernière bougie haussière initie le mouvement baissier. Et donc, ce sont des zones de frottement.
Donc là, on voit qu'effectivement, depuis 11 heures, on frotte dessus. Est-ce qu'on va le traverser pour aller enfin chercher ce gap CME et l'order block qui est situé ici? Eh bien, nous le saurons tout à l'heure à l'ouverture de la session de New York. Alors, pour revenir sur ce qui s'est passé hier, donc on a eu une belle vente et après avoir pris, donc vous voyez la ligne blanche, là, c'était les liquidités qu'il y avait ici. Hop, alors, on voit que c'est très propre. Hein. Après avoir pris ces liquidités, qu'est-ce qu'on fait? On fait un V bottom, c'est-à-dire que le bottom fait un V comme ça, un petit pullback sur la 618. Alors, 618, je vous l'expliquais, c'est le Golden Ratio de Fibonacci. Je vais vous le tracer pour que vous voyez comment on fait. On prend l'outil Fibonacci, on se place au plus bas, on vient chercher le plus haut. Hop, voilà. Et donc, on se rend compte qu'on est venu juste chercher ce niveau-là pour initier un mouvement haussier. Alors, malheureusement, à cette heure-ci, je dormais, mais généralement, c'est là qu'on va se placer. On va tracer son petit Fibonacci et on va se mettre sur la 618 avec un stop loss. Si on a envie de trader serré, juste en dessous de la 786, ou si on veut trader un peu plus safe, juste en dessous du bas précédent. Et on va aller chercher, là par exemple, si on avait tradé safe, on aurait pu aller chercher 5,73 de risk-reward. Si on tradait plus serré, hop, on aurait pu aller chercher quasiment 12 de risk-reward. Risk-reward, ça veut dire je risque R sur ce trade, c'est-à-dire que si le prix traverse la zone bleue par le bas, je perds un R. En revanche, si le prix traverse par le haut, eh bien je gagne 12 R. Supposons que mon R soit 100 $, eh bien sur ce trade-là, on aurait pu prendre 1200 $. Alors une chose positive dans tout ça, c'est que malgré la baisse d'hier, on voit que le ratio Ethereum-Bitcoin est encore en train de remonter. Alors c'est toujours très faible comparé à toute la chute qu'on a pris depuis ces derniers mois, voire années, mais c'est plutôt encourageant. On a une petite train haussière qu'on tient. Hier, on a chuté dedans et aujourd'hui, on est en train de remonter tout doucement. Et on espère enfin casser à la hausse et reprendre des couleurs face au Bitcoin. Alors généralement, c'est toujours comme ça, hein, mais si tant est que le cycle soit respecté, et si tant est qu'il y ait toujours des cycles, généralement, d'abord le Bitcoin qui pump, et ensuite, les liquidités seront déversées vers l'Ethereum, qui lui aura du coup son bull run à lui. Et enfin, une fois que l'Ethereum aura bien run, ces liquidités se reversent sur les altcoins. C'est pour ça que parler d'altcoin season, etc., c'était un peu prématuré. C'est vrai que beaucoup d'altcoins ont fait de belles performances dès les élections américaines, mais c'était presque une anomalie. En réalité, c'est d'abord le Bitcoin qui explose, puis l'Ethereum, et enfin les altcoins. Alors, c'est pas garanti, évidemment. Les performances du passé ne présagent pas des performances futures. Mais c'est ce qui s'est passé sur les 3 précédents cycles. Et beaucoup d'analystes considèrent cette théorie comme encore applicable. Et donc, on va voir, effectivement, sur les prochaines semaines, prochains mois, si Ethereum va enfin reprendre de la force face au Bitcoin. Et pour parler de l'Ethereum, justement, on voit qu'il a bien rebondi sur sa zone de support et qu'il est remonté plus rapidement que le Bitcoin, puisque pour la journée, alors vous ne le voyez pas là, mais depuis l'ouverture de la journée, l'Ethereum a pris 1,6% alors que le Bitcoin n'a pris que 0,7%. Et donc du coup, le ratio Ethereum-Bitcoin a lui pris 1%. Et on termine avec la dominance du Bitcoin face au reste du marché. Donc qu'est-ce qu'on voit? On est toujours dans ce range haussier et que le Bitcoin, depuis fin 2022, ne fait que gagner en dominance. On a fait une belle mèche dans cette zone de résistance et on est en train de retracer. Alors ça fait un beau bear flag, j'espère que ça ne va pas exploser derrière, mais vu comment la mèche a été ravalée, c'est quand même peu probable. Les bear flags généralement commencent depuis là-haut et ça fait comme ça et ça part ici. Là, avec la mèche de prise de liquidité qu'il y a eu là, c'est quand même peu probable qu'on reparte à la hausse. On espère qu'on ira retoucher le bas du canal et enfin pouvoir l'éclater. Alors, attention, hein, parce qu'une baisse de la dominance ne veut pas dire que le Bitcoin baisse. Ça peut vouloir dire que les altcoins prennent de la valeur, que le Bitcoin peut également prendre de la valeur, mais moins vite et moins fort que les altcoins. C'est ce qui s'est passé ici. Aux élections, le Bitcoin est monté, mais les altcoins, à partir du 21 novembre, les altcoins montaient plus fort. Et donc du coup, la dominance du Bitcoin baissait. Tout comme là, cette mèche, elle ne voulait pas dire que le Bitcoin augmentait. Non. Si on se rappelle bien, le 3 février, tout le marché avait craché. Le Bitcoin était plus robuste que les altcoins. Et donc en fait, sa dominance a augmenté car il perdait de la valeur moins vite que les altcoins. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actus crypto. Allez, cheers!